On va démarrer donc, remercier d'abord l'intervenante, Élodie Brunel, d'avoir bien voulu nous parler de la réanimation des personnes âgées, qui est un sujet sensible, hein, un sujet, on pourrait dire, brûlant, surtout après la crise de la Covid. Donc, je vais lui passer la parole, la laisser se présenter et nous parler de l'admission des personnes âgées en réanimation sous l'angle de qui admettre et sur quels critères peut-on admettre raisonnablement, hein, les personnes âgées en réanimation, parce que tout de suite, bien sûr, le spectre de l'acharnement thérapeutique apparaît, ainsi que malheureusement aussi celui de l'abandon thérapeutique si par hasard il y a une perte de chance vis-à-vis des personnes âgées. Alors, je lui passe la parole et pour dire que j'ai moi-même fait de la réanimation, mais ça fait vraiment très longtemps, puisque ça fait plus de 40 ans, et que les choses ont considérablement évolué. Et quand j'ai regardé un petit peu la présentation d'Élodie Brunel, j'ai été frappé par, disons, l'évaluation, enfin, je veux dire, le sérieux avec lequel on se pose la question et les outils dont on dispose maintenant qui permettent de se poser cette question de la pertinence de ces soins-là avec beaucoup plus d'acuité qu'on ne pouvait le faire auparavant. Voilà. Élodie Mercier, je vous passe la parole. Peut-être vous pourrez vous présenter, dire où vous travaillez dans un premier temps et puis enclencher vos diapos. Voilà. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous de m'accueillir. Donc, je suis anesthésiste réanimatrice actuellement à la clinique Croix du Sud, donc à moitié au bloc opératoire et à moitié en réanimation, puisqu'on a une réanimation de 8 lits. J'ai pas mal travaillé pendant quelques années, presque 10 ans, au service d'accueil et d'urgence vitale, hein, dont le vilain mot et l'autre mot est le déchocage, et qui est la porte d'entrée de la réanimation bien souvent quand les admissions ne sont pas faites en direct. Peut-être on peut commencer, alors je vais vous repasser la main, commencer par le petit questionnaire que vous avez envoyé et les réponses aux questions. Ça fera D'accord. une base de réflexion. À ce moment-là, je vais arrêter bien sûr le partage et puis je vais moi-même partager de mon côté avec les réponses aux questions qui ont été posées. Donc, si on prend la première diapo, la voilà. Donc, c'est un questionnaire anonyme, et c'est très important, qui a été posé en ligne précédant cette visioconférence. Et nous allons tout de suite commencer par voir les réponses. L'âge peut-il être un critère de refus d'hospitalisation en réanimation? Il y avait 26 réponses. Alors, voilà les réponses. Qu'en pensez-vous, Élodie? Alors, si l'âge ne peut absolument pas être un critère à lui seul, et on le verra de façon plus précise, il est indéniable que ça fait partie des critères dans les études et en pratique sur l'admission ou pas en réanimation, et ce, plus on s'approche des nonagénaires et centenaires, évidemment, tout d'un coup, l'âge devient évidemment un facteur. Mais plus jeune, c'est plus compliqué, on va le voir. D'accord. Alors, effectivement, on nous fait remarquer que la fameuse phrase âge chronologique et âge physiologique doit intervenir, bien entendu, hein, Oui, on j'imagine. va le préciser. Ouais. Sur la physiologie, on a des critères un peu plus. On nous demande donc, alors là, je vous laisse peut-être Non, si en dehors de l'âge, y a-t-il d'autres critères pour admettre un patient de plus de 80 ans en réanimation? Et malheureusement, il n'y a, enfin malheureusement, oui, ou heureusement, j'ai envie de dire, pour que ça ne soit pas l'intelligence artificielle qui décide pour nous, mais en tout cas, il n'y a pas de critères qui nous aident plus que ça, on va le voir. Pas de critères très précis pour dire oui ou non. on voit que les questions, d'ailleurs, les réponses sont un petit peu perplexes, hein, Alors là, indépendamment. l'idée, c'était de se mettre sur les pas de l'évaluation gériatrique et de faire le distinguo entre patient âgé fragile et celui qui est robuste, et donc de voir la mortalité entre les uns et les autres.
Et en fait, le facteur entre fragile ou entre robuste et fragile est un facteur 2 à 3 fois. Les patients fragiles ont 2 à 3 fois plus de risque de décéder que les patients robustes. Et ça avec une classification dont nous verrons que, grossièrement, on dit que c'est robuste, considéré comme n'étant pas fragile, d'une part. D'autre part, il peut être fragile. Et puis au milieu, il y a une espèce de flou qui serait les pré-fragiles. Exactement. Alors, je vais couper peut-être le son parce que je vois que la vaisselle est tombée quelque part. D'accord. Ensuite, j'avais demandé d'avoir une idée de la mortalité des plus de 80 ans à 1 an après un séjour en réanimation. En fait, le résultat là est une moyenne, c'est compulsé sur une douzaine d'études, en fait, moyennées avec le nombre de patients par étude. Et le chiffre qui ressort, c'est 55%. D'accord. Donc là, Oui, voilà. je Et après, c'est reviendrai. une question qui m'importe. La décision de non-admission en réanimation est-elle une limitation ou un arrêt de traitement relevant de la loi Claeys-Leonetti? Je ne sais pas si c'est si facile de répondre à cette question. Dans la pratique, ce n'est pas vécu comme tel puisqu'il n'y a pas de réunion collégiale pour décider. Dans l'absolu, à mon sens, dès lors qu'il y a une non-escalade, ça pourrait relever. Et c'est pour ça que j'avais écrit un article sur l'application de la loi au déchocage, parce que, à mon sens, la question se pose. Donc, on serait dans le cadre de l'ATA, sa limitation ou arrêt des traitements actifs. S'il y a une Euh, indication à escalader et qu'on ne le fait pas, et que ce n'est pas une évidence, le questionnement est là et y répondre seul devient parfois compliqué, oui. alors, là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que les réponses, les 26 réponses, sont un peu perplexes aussi, hein. Là, ça C'est se pas si part. simple. On ne sait Donc, pas trop. je Oui, veux bien reprendre la main pour la présentation. oui. Alors, vous voulez qu'on arrête le questionnaire? Oui, tout à fait. Voilà, et qu'on revienne à la présentation. D'accord, parfait. Donc, je vais arrêter mon partage. Est-ce que vous voulez reprendre la main vous-même sur votre présentation et partager à votre tour? Alors, Sinon, je vais le chercher, si vous n'y arriviez pas. c'est dommage, j'y suis arrivée tout à l'heure, forcément. Vous avez du mal à retrouver votre présentation derrière? Ben oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Fichier. Vous voulez que j'ouvre le double? Comme vous voulez. Ben, j'aurais bien aimé le trouver pour gérer les flèches, mais tant pis, je vais vous laisser prendre la main. Sur le bureau, vous l'avez peut-être quelque part, dès lors que vous partagez. C'est une vignette, si vous voulez, qui, qui est peut-être pas à la première diapo d'ailleurs, c'est pas sûr. Bon, tant pis, je vais vous laisser la main, j'y arrive pas. Je suis désolée. Je reprends la main, alors d'accord, voilà. Voilà. Donc on va démarrer votre présentation ici. Je crois que nous sommes à la deuxième, si je ne me trompe pas. Voilà, admission, d'accord, on est à la deuxième diapo ici. Donc, Donc, les personnes âgées en réanimation, dans la littérature, on étudie le plus souvent au-delà de 75 ans, voire very elderly, les très âgés au-delà de 85 ans, alors même que l'OMS définit la limite d'âge à 65 ans. Et au-delà de 65 ans, en fait, ça représente déjà plus de 50% de nos patients. d'accord, Il y avait une étude au Danemark qui montrait que les plus de 80 ans représentaient 12%. Et en France, ça peut monter jusqu'à 30% des infections respiratoires. Ce qu'on observe dans toutes ces études, c'est une très, très forte disparité d'un centre à l'autre, intra-pays et entre les pays, avec des cultures
nord-sud franche. Alors, j'ai pour l'occasion sorti nos chiffres. La clinique Croix du Sud, dans la première couronne de Toulouse, a ouvert en 2018, fin 2018, en novembre. Et donc, j'ai sorti les chiffres depuis 4 ans. Donc, vous voyez la proportion de patients de plus de 65 ans et au-delà même des 50% chez nous, que ce soit sur toutes les 4 années, c'est à peu près reproductible. Avec cette particularité en 2019 d'avoir 4 nonagénaires et 2020, 2021 et 2022, un seul. Dans les études, ces chiffres vont de 16 à 26% de plus de 80 ans. J'ai sorti la mortalité, alors le nombre de décès justement pour se rendre compte un peu du nombre de patients. Le nombre de patients dans le graphe de gauche, alors l'autre, enfin, qui compulse les 4 camemberts d'avant. Donc, on voit la grande majorité de patients, même sur la fourchette 65-79 ans à gauche, qui représente le plus de patients, une proportion importante de moins de 65 ans. Et après, ça devient moindre, évidemment. Pour ce qui est de la mortalité, alors c'est pour ça qu'il est important de savoir qu'il n'y avait qu'un seul nonagénaire sur les 3 dernières années, parce qu'on est à 100% de mortalité, puisque les seuls admis sont décédés. Donc certes, ça fait du 100%, mais à rapporter au N, ça reste important. En bas à droite, les chiffres de l'étude de Guidet qui compulse là aussi la littérature, et donc qui rapporte une mortalité hospitalière sur les plus de 80 ans. Donc, à l'hôpital, entre 24 et 40%, la mortalité à 3 mois, autour de 40%, la mortalité à 6 mois, entre 40 et 50, on va dire, et à 1 an, une mortalité importante entre 44 et 68%. Ce qui ressort de façon flagrante dans toutes les études, c'est que la mortalité est plus élevée si le motif d'admission est médical ou une chirurgie urgente. Et bien sûr, ça sera plus faible, enfin ça paraît assez logique, plus faible si la chirurgie est programmée, puisqu'on présuppose que les patients ont été sélectionnés, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, voilà, ceux qui pouvaient supporter une anesthésie, forcément étaient plus à même de bénéficier de la réanimation. Donc encore une fois, enfin, c'est le chiffre que je vous ai rapporté dans le petit questionnaire, la mortalité à 1 an, une moyenne de 55% et à 2 ans, 69%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le patient a-t-il déjà envie d'aller en réanimation? Est-ce que le médecin traitant va juger comme nécessaire l'hospitalisation aux urgences ou pas? Et ensuite, est-ce que l'urgentiste va le proposer en réanimation? Dans les études, c'est à peu près 30% des patients qui sont proposés par l'urgentiste au réanimateur, et le réanimateur ne prendra à peu près que 50%. Pour les grandes lignes. Alors, excusez-moi, je n'ai plus la ref des souhaits patients, mais je trouvais ça assez intéressant. Sur une petite série, il y avait 36 patients qui souhaitaient aller en réanimation, alors que le réanimateur était prêt à en prendre 44. Et il y avait 14 patients qui ne souhaitaient pas aller en réanimation, alors que le réanimateur en prenait 11. Donc, à chaque fois, le réanimateur est plutôt proactif, ce qui n'est pas forcément intuitif pour tout le monde. Quid des critères? Alors là, c'est toute la difficulté qu'on a évoquée et qu'on va essayer de détailler. Une étude intéressante, assez récente de Guidet, qui a multicentrique. Il a fait c'était donc randomisé, 2 groupes. Un groupe qui était dit au-delà de 75 ans, hein, un groupe où on prenait tout le monde en réanimation, où tout le monde était susceptible d'aller en réanimation, si bien que l'urgentiste contactait le réanimateur dans 100% des cas. Et le deuxième groupe où on faisait comme d'habitude. Alors bien sûr, le réanimateur gardait le jugement sur l'admission ou non, ce qui fait que dans le premier groupe, plutôt proactif, pro-réanimation, il y avait
que, entre guillemets, 61% d'admission, en tout cas pas 100% d'admission. Et dans le groupe, on fait comme d'habitude, 34% d'admission. Et en fait, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il n'y a pas de diminution de mortalité à 6 mois entre ces deux groupes. Donc, j'aime à reprendre ce schéma de Mulraux pour disséquer un petit peu sur quoi repose la décision médicale. Et finalement, là, c'est extrêmement généraliste et ce n'est pas du tout ni la réanimation ni la personne âgée, c'est toute la médecine. On se repose sur les données factuelles, donc la clinique, le patient, ses antécédents, ses comorbidités, etc. L'évidence-based médecine avec ses limites éventuelles. Ensuite, les facteurs plus subjectifs liés aux patients et aux médecins, de croyances, de culture, de valeurs personnelles, d'expérience. Alors, ça nous fait penser aux biais d'expérience, mais c'est devenu à la mode depuis tous les biais en général. La formation et les affects et l'humeur éventuellement. Ensuite, le troisième intersection, c'est les contraintes. Alors, on le verra, réglementaires, légales. Et puis, est-ce qu'il y a de la place en réanimation? Ça peut arriver. Donc, à la contrée, à la jonction de tout ça, va se retrouver les recommandations, les connaissances éthiques et au final, la décision médicale. Alors, je me suis permise de rajouter au dessin de Mulraux, évidemment, effectivement, l'autonomie, la personne de confiance et les directives anticipées. Donc, les données factuelles, même au déchocage, même aux urgences, on se doit de prendre des décisions avec le maximum de connaissances possibles. Alors, en sollicitant le médecin traitant quand c'est possible, les spécialistes, recueillir les courriers, même en pleine nuit, des fois, quand il y a des médecins de garde, c'est des choses qu'on peut être amené à faire parce que quand on ne sait pas, on dit que ça doit bénéficier aux patients. J'ai pour habitude de dire que ça bénéficie à la réanimation parce que ce n'est pas toujours le cas pour le patient, mais dans le doute, évidemment, on sera peut-être amené à entreprendre des gestes invasifs là où on ne les aurait peut-être pas entrepris en ayant toutes les données. Donc, on fait avec les informations, les données, on doit, oui, les informations disponibles et le complément à obtenir avant de prendre d'éventuelles décisions. Les données, il faut s'en méfier aussi parce que des fois, Alzheimer, on imagine que c'est, enfin, sans précision, ça ne veut pas dire grand-chose entre le diagnostic récent sur trouble de la mémoire isolée avec une vie sociale enfin, conservée, etc., ou un Alzheimer GIR1, c'est tout un monde. Un cancer, c'est pareil, un cancer avec des survies maintenant à 10, 15, 20 ans, il faut préciser ces données. Le cirrhotique, c'est pareil. Le ne veut plus vivre, ben, si c'est de la dépression, ça peut nécessiter seulement un traitement. Donc voilà, toutes ces choses-là sont à préciser et le caractère âgé ou très âgé, à mon sens, est à préciser de la même manière. J'ai rajouté quelque chose que d'expérience, j'enseignais entre guillemets aux internes en leur disant méfiez-vous des personnes âgées qui arrivent en plein milieu de la nuit avec la chemise de nuit en fleurie acrylique et les cheveux décoiffés. Ça aussi, ça peut générer des biais dans notre cerveau et il faut mieux les imaginer en tailleur au repas du dimanche. J'ai été amusée de voir que ça avait été publié par une équipe à Rennes et ils avaient appelé ça le syndrome du pyjama bleu. Donc voilà, se méfier de ce que les gens peuvent donner à voir à 2 heures du matin ou en pleine journée même. Et toujours étayer et pas faire avec, certes, le nez du clinicien, mais il faut avoir le plus de choses objectives. Voilà, le fameux syndrome du pyjama bleu. Donc, âgé, très âgé, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'évolution de maladie, le cancer qui va être presque une maladie chronique pour certains, et puis à un moment donné, ben, le passage en palliatif et la fin de vie. L'évolution de vie pour l'insuffisance cardiaque chronique ou l'insuffisance respiratoire chronique, ben, c'est des compensations itératives, mais laquelle sera la dernière, ce n'est pas toujours simple de savoir. Quant à la vieillesse, c'est cette dégradation avec cette ligne un peu chaotique. Et là, pareil, savoir où ça va survenir, ben, on n'a pas de moyens évidents pour le savoir.
Âgé, très âgé, ben déjà, il faut atteindre l'âge canonique si on peut. Ensuite, les autres photos, on n'est Oui, pas tous égaux. Nous avons les marathoniens, donc le monsieur centenaire, la dame 92 ans. Tout le monde ne fait pas la couverture de Vogue, mais voilà les limites de l'âge sur la carte d'identité. Donc, bien sûr qu'il va falloir creuser. Et qui est apparu dans voilà, les 30 dernières années, d'abord chez les gériatres, bien sûr, la définition du syndrome de fragilité. C'est ce syndrome où un risque de déstabilisation fait qu'on ne pourra pas forcément revenir à l'état antérieur. Donc, le critère de fragilité, alors je ne vais pas tout lire, vous le savez, le syndrome clinique, c'est des symptômes, c'est des signes. Ça a été étudié pour évaluation, pour comparer d'un patient à l'autre au travers du score de Fritz, c'est un des plus connus pour définir la fragilité avec trois items ou plus. La pré-fragilité, effectivement, un ou deux items, et puis non fragile. L'index de Rockwood, lui, est plus précis, alors plus multimodal, certes, mais avec 70 items, même simplifié à 40 pour notre entrée en réanimation, ça va être compliqué. Donc, finalement, les réanimateurs, diapo suivante, on utilise depuis quelques années le score de fragilité clinique qui se distingue en 9 étapes. Là. Donc, le robuste en vert, le pré-fragile en jaune et le fragile en rouge. Donc, à droite, vous avez ce qu'on peut recueillir à l'interrogatoire des capacités physiques, des activités instrumentales et élémentaires qui est en capacité de faire la personne avant d'arriver chez nous. En sachant que j'essaye de m'attarder, moi, sur l'évolution des dernières semaines et des derniers mois. Hein, parce que régulièrement, on est confronté à des familles qui nous disent, mais je ne comprends pas, il allait très bien avant. Et puis, en fait, en creusant, en ayant cet interrogatoire qui ne prend pas non plus des heures, hein, mais sur comment étaient les derniers jours, comment étaient les dernières semaines ou comment étaient les derniers mois, on repère assez facilement des dégradations. Et en plus, on permet à l'entourage d'en prendre conscience finalement, parce que quand ça vient d'eux, il y a une prise de conscience qui est bien plus importante que si nous, on assène le fait qu'ils sont trop fragiles et qu'on les prendra pas en réanimation. Ça fait très sanction pour eux et ce n'est pas toujours compris parce qu'ils allaient bien avant. Alors que si on commence à rentrer dans le détail de leur aptitude, voilà, l'entourage peut réaliser en quelques minutes que ce n'est pas si simple. Donc la fragilité, on l'a vu, c'est un facteur en soi de mortalité en réanimation. Moi, j'aime bien ce guide de questionnement de fin de vie. Alors, c'est pour la fin de vie, certes, mais justement, les très âgés, est-ce qu'on nous les adresse alors qu'ils sont en fin de vie ou pas? On fait référence à la courbe de tout à l'heure, c'est pas toujours facile. Donc, c'est des questions basiques, mais qui me semblent importantes. Quelle est la maladie principale, le degré d'évolution, l'épisode actuel, facilement curable? Typiquement, la personne âgée de 90 ans qui nous arrive pour un surdosage en morphinique, il n'est pas complètement idiot, enfin, je veux dire, inutile, et il est tout à fait recevable de se dire, bah oui, je le prends en réanimation ou en soins continus, en soins intensifs, peu importe, mais je vais mettre des moyens parce que je sais que je vais récupérer son état antérieur avec très peu de moyens et en très peu de temps. Donc, tout n'est pas une affaire d'âge, mais bien d'état antérieur et est-ce qu'on peut récupérer cet état antérieur? Est-ce qu'on peut passer des caps? Quid de la qualité de vie? Parce qu'on entend souvent comme argument, oui, mais quelle va être sa qualité de vie après? On ne va pas le prendre en réanimation parce qu'il aura une qualité de vie très détériorée. C'est très difficile d'évaluer la qualité de vie des personnes à leur place. Pour exemple, Stéphane Hawkins, Philippe Croison, Olivier Goua ces temps-ci, qui nous rapportent voilà, pour eux des qualités de vie très importantes. L'étude que je vous ai mise là, c'est quand même pas rien, c'est des Hawkins syndrome, et on s'aperçoit que plus de 50% sont heureux d'être là.
Donc, toujours se questionner par rapport à son jugement propre pour l'autre de ce qu'est la qualité de vie. Les directives anticipées, alors, Docteur Fournier, dont on a parlé tout à l'heure, qui à l'époque était directrice du centre d'éthique de Cochin, avait fait une étude qui date un peu, mais bon, sur des personnes de plus de 75 ans. Et en fait, elle s'est aperçue que les gens ne voulaient pas écrire de directives anticipées parce que tout simplement, ils avaient peur de ne pas être réanimés le jour J. C'est quelque chose que je conçois tout à fait. Donc, ce n'est pas si simple, les directives anticipées. Beaucoup de réanimateurs aimeraient qu'elles soient écrites pour tout le monde, comme ça serait plus simple de prendre des décisions en se reposant sur elles, hein, surtout qu'en général, les gens écrivent qu'ils ne veulent pas d'acharnement. Donc, ce terme étant si vaste et si flou et si opaque euh, que voilà. Donc, pas de blanc-seing et c'est important que les gens connaissent ces documents, se les approprient, les écrivent s'ils le souhaitent. Mais imaginer que 100% des gens vont les écrire, je crois que c'est assez naïf. Donc la réflexion collégiale, sans doute, me semble nécessaire, hein, pour... alors nous, vis-à-vis des personnes âgées, c'est une discussion qu'on a avec les gériatres, au moins. Voilà, de savoir ce qui paraît et à eux et à nous raisonnable. Il faut se méfier des cultures de service, c'est ce que je disais, hein, les chiffres sont très différents d'un endroit à l'autre parce qu'il y a des cultures de service où on prend assez facilement les personnes âgées, d'autres où on les prend moins. Il y a des biais d'expérience dont il faut se méfier également, d'où la nécessité de ces réflexions collégiales. Et bien sûr, ça n'empêche pas la réévaluation durant le séjour sur le niveau d'engagement thérapeutique et savoir si on met en place des limitations, voire des arrêts de traitement. Juste un petit récapitulatif sur l'évolution du cadre législatif que vous connaissez. Les soins palliatifs en 1999, la loi Kouchner en 2002, et ensuite l'évolution des lois Leonetti 2005 et 2016, où les mots comptent. En 2005, c'était le droit à ne pas subir d'obstination déraisonnable en fin de vie, et qui s'est transformé en 2016 en devoir médical de ne pas mettre en œuvre. C'est intéressant. Les directives anticipées, la procédure collégiale, c'était 2005 déjà, et apparition de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès en 2016. J'avais mis ce rappel du cadre législatif parce qu'il y a cette étude intéressante sur l'évolution des pratiques, hein, entre deux périodes, entre 1999 et 2000 et entre 2015 et 2016. Et alors, c'est européen, il n'y a pas que la France, donc ce n'est pas que la loi Leonetti qui a fait ça, mais de façon parallèle, les pratiques ont beaucoup, beaucoup évolué, puisque les limitations sur la première ligne sont passées de 40% responsables. Dans le cadre des décès, il y avait 40% de limitations de traitement qui sont passées à 50% en 2015-2016. Et en termes d'arrêt de traitement, on est passé de 25% à quasiment 40%. Donc, il y a une augmentation de ces pratiques de limitation et d'arrêt de traitement. On a évoqué la période difficile Covid, hein, qu'on appelle de façon générique une situation sanitaire exceptionnelle. La SFAR et le service de santé des armées, plus habitués à raisonner dans ce type de situation sanitaire exceptionnelle, avaient aidé à la rédaction de guidelines, oui, on va dire ça, pour deux niveaux de situation, la situation en tension et la situation en saturation. Je dois dire que la situation en tension ne me paraît pas du tout choquante, puisqu'on était sur des scores de fragilité supérieurs ou égal à 7, donc fragilité extrême. Donc, c'est même des patients pour lesquels la question se pose de toute façon déjà en temps normal, plus que largement.
Là où bien sûr, ça paraît plus discutable, hein, et ça a été variable selon les régions, c'est-à-dire que nous, on n'a pas dû faire à limiter les personnes avec une fragilité faible, hein, le niveau 5, qui est le premier niveau de fragilité. Euh, donc, dans notre région, ça n'a pas été le cas, mais sans aucun doute que en région parisienne, je ne sais pas, mais dans l'Est, c'est certain, il y a eu une nécessité d'appliquer ces restrictions. Donc voilà, je vous avais remis hein, ne pas admettre un patient âgé totalement dépendant pour les activités de la vie quotidienne, avec toutes les comorbidités souvent associées. C'est des questionnements qu'on a au quotidien. Et la société belge avait également émis des recommandations ou des propositions, en l'occurrence. Effectivement, le mot est plus juste de proposition et de discussion plus que de recommandations. Mais, donc, eux étaient encore plus restrictifs, puisque c'était pour tout score supérieur ou égal à 6, pas de réa, une hospitalisation classique. Et supérieur à 7, alors ils n'avaient pas mis le égal, donc on ne sait pas où il est, ni d'hospitalisation classique, ni réa a fortiori. Et ce n'était pas inintéressant de voir que il y a une discussion qui doit perdurer évidemment pour chaque patient, malgré tout ça. Typiquement, il recommandait de réanimer un arrêt cardiaque choquable, c'est-à-dire que l'arrêt cardiaque d'origine cardiaque avec un relatif bon pronostic devait être réanimé, contrairement à celui qui est non choquable, qui était a priori un arrêt cardiaque d'origine hypoxique, qui est de très très mauvais pronostic, qui là a été limité. Alors, je suis toujours intéressée et motivée par la quête de pertinence de soins, du juste soin, et j'étais agréablement surprise de retrouver cette expression, la choosing wise choice, qui nous vient de Nord-Amérique et qui a gagné la France, là, et notamment par les gériatres. Où on commence à s'intéresser de ce qui est pertinent. Alors, cet article-là en particulier touche enfin, ça revient, je ne sais pas si ça parle pour vous tous, mais il y a eu des RMO il y a 20 ou 30 ans, des recommandations médicalement opposables pour voilà, promouvoir les bonnes pratiques, des examens à faire, des traitements à faire qui sont opportuns ou qui ne le sont pas. Ça a été mal reçu parce que probablement imposé par les tutelles, alors que là, c'est une démarche médicale. Et donc, je pense que ça a toutes ses chances de se développer. Donc là, c'est pour des choses aussi basiques, pour les infections urinaires, etc. Mais je pense que c'est des démarches qui viennent intéressantes pour toute la médecine et pour la réanimation, forcément. Donc, des réflexions à avoir en équipe, des études à venir qui sont forcément indispensables et sans aucun doute améliorer la filière de post-réanimation comme on a fait pour le post-op d'orthopédie. Je ne sais pas si vous savez, il y a des unités de post-opératoire gériatriques, notamment pour prendre en charge les fractures de col du fémur de la personne âgée, qui ont montré une diminution de la mortalité manifeste quand on passait par ces filières gériatriques. Donc, on peut aussi espérer améliorer les choses en post-réanimation. Alors, j'ai dû passer non, c'est bon. Ça, c'était en pense-bête si jamais il y avait des questions. Je crois avoir conclu pour l'essentiel de cette démarche décisionnelle sur l'admission ou non des personnes en réanimation. Est-ce que vous souhaitez, Élodie, qu'on revienne au questionnaire à ce moment-là? Oui, Aux très bien. dernières questions, d'accord? Parfait, je repartage donc l'écran et on revient au diaporama. Nous en étions restés ici, je pense, et décision de non-admission en réanimation. Quelles questions souhaitez-vous poser? Ben voilà, nous sommes déjà aux questions. Alors, je vous laisse lire et y répondre si vous voulez.
Alors, le temps passé en réanimation est-il péjoratif de matière linéaire? Alors, linéaire, oui, enfin, à quelque chose près. Je sais que plus le temps de ventilation est important, plus la mortalité est importante. Plus le temps de sédation est important, plus la mortalité est importante. Donc, il n'y a pas de cut-off sur J8, J10, J15, mais on sait que on questionne tous les jours et tous les jours, on se demande si on poursuit les soins, a fortiori chez les personnes âgées, a fortiori si on admet des personnes fragiles. La loi, en dehors de contexte Covid, elle ne dit rien, sauf ce que je vous ai résumé avec les lois Kouchner et Leonetti. Alors malheureusement, là où je suis, on n'a pas d'évaluation gériatrique. J'aurais bien aimé les mettre en place. Un hôpital de jour pour évaluation gériatrique, notamment avant des grosses chirurgies. Nous, on fait des grosses chirurgies de rachis. Il y a des fois où les questions se posent, mais ça mériterait une évaluation préopératoire. J'en ai vu réaliser justement à l'unité post-opératoire gériatrique à la salle pétrière. C'est des consultations de 3/4 d'heure, 1 heure, qu'on ne peut pas faire comme ça en routine, enfin pas au milieu de nos consultations classiques d'anesthésie. Donc, j'y voyais l'intérêt de monter des hospitalisations de jour pour des évaluations multimodales, oui. Alors oui, oui, enfin, je ne vais pas faire de la médecine individualisée, mais s'il y a un domaine où on est parce que tout à l'heure, je me suis quand on voit qu'à 6 mois, la mortalité est la même avec ou sans réanimation, ça pose quand même beaucoup de questions. Là où on est sûr qu'il y a un meilleur pronostic, c'est les personnes qui ont bénéficié de ventilation non invasive, hein, notamment pour les OAP ou autres. Le fait d'avoir eu besoin que de ventilation non invasive améliore les pronostics. Là où ça devient plus incertain, c'est quand la ventilation invasive devient nécessaire ou l'épuration extra-rénale. Là, sur une cohorte, les choses sont compromises. La conclusion de l'article, c'était quand même de dire que il s'agissait pas de ne plus admettre les gens de plus de 80 ans en réanimation, mais de vraiment personnaliser l'évaluation, voilà, pour savoir s'il y avait des caps à passer ou pas. Ça, je ne sais pas si je comprends bien la question. Sur la première partie, les recommandations appuyées pour obtenir une place en réanimation de prolongation. Je sais pas, ça fait comment dire, c'est un rapport avec les VIP, je sais pas, j'ai pas l'habitude d'en avoir, donc Oui, quelle attitude adoptez-vous si la famille fait part de directives ou de souhaits? On est toujours à l'écoute, évidemment. C'est toujours plus simple d'avoir des directives écrites que pas écrites. Ensuite, il m'est arrivé une fois d'aller à l'encontre d'une famille parce que c'était pour une épuration extra-rénale qui paraissait temporaire. Donc, bon, c'est pas aller plus loin. Il n'y a pas eu le conflit, entre guillemets, a été contenu, mais voilà, j'en ai pas d'aide. Mais ça, on a plus là, à l'heure actuelle, même dans la littérature, des conflits avec les familles qui veulent qu'on poursuive. Et ça, c'est pas souvent dit, en tout cas pas dans les médias. Plus de conflits avec les familles qui veulent qu'on poursuive là où on serait tenté de mettre en place des limitations que l'inverse. Témoins de Jéhovah, bon, il n'y a pas de réponse simple à cette question, mais moi, ma pratique des urgences me questionne encore et toujours. Où jamais un témoin de Jéhovah m'a exprimé, une fois, si, pardon, m'a exprimé le fait de préférer mourir que d'être transfusé
Par contre, on m'a toujours dit, faites le maximum pour ne pas me transfuser. Ça, c'est vrai. Et donc, j'ai pu à chaque fois m'engager sur le fait que je ferais le maximum pour ne pas transfuser. Et une fois, hein, justement, un monsieur de 88 ans avec un anévrisme de l'aorte, ça paraissait plus compliqué d'aller à l'encontre. Et lui avait exprimé son souhait voilà, qu'il préférait clairement mourir que d'être transfusé. Donc, ça s'est terminé par un anévrisme de l'aorte. Quelle organisation, lorsque le service est saturé, on transfère, hein. On transfère les malades, hein. Ça, oui, la loi nous l'impose du reste. C'est vrai que jusqu'à récemment, on était assez peu systématique parce que c'est tellement, tellement, tellement rare que quand elles existent, les gens sachent, l'entourage sait nous le dire. Mais c'est un tort. Bien sûr qu'on a le devoir de les rechercher systématiquement. Je suis personne pour savoir s'il vaut mieux ou pas mieux. Donc, il y a déjà ce que veut la personne. Tant mieux. Alors, encore une fois, il n'y avait pas de directive, en tout cas là autour, dans la région, ça c'est sûr. Et puis même ailleurs, je crois que les gens, malheureusement, ont fait comme ils ont pu. Euh, Dire que ça a été homogène, je pense que ça serait mentir. Euh, voilà. Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites euh, contraintes et dont les gens auxquelles les gens doivent encore penser, je pense. Donc, c'est tout sauf simple. Si elles existent, oui, encore une fois. Aurons-nous les réponses? Oui, on donnera. Aujourd'hui, ça y est. Oui, bien sûr, on donnera les réponses. Alors, peut-être le chat, oui, il y a des questions, et puis après, on va passer la parole à la salle, si je peux dire, hein, si tant est qu'on soit dans une salle. Alors, on nous dit, pourra-t-on avoir le diaporama? Alors, ça Bien sûr, dépend. bien sûr. Ah, voilà, alors d'accord, si vous donnez l'autorisation, ça sera fait. En cas d'urgence, est-ce que les directives anticipées sont consultées avant d'entrer en réanimation? Je crois que vous avez déjà largement répondu et c'est intéressant de voir que cette question revient régulièrement, c'est-à-dire effectivement pour la petite minorité qui est très proactive sur qu'est-ce qu'il va se passer de moi, ça doit sûrement être important d'avoir la certitude que les directives anticipées seront prises en considération. Avec, Le problème, oui, avec une limite qui est celle de la loi, hein, et de notre quotidien aussi, oui, c'est qu'on peut ne pas les appliquer oui, si elles paraissent inadaptées. Et aussi dans le contexte de l'urgence, qui ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a une urgence, on ne les respecte pas. C'est que le contexte de l'urgence autorise à ne pas les respecter. Typiquement, voilà, je ne veux pas être admis en réanimation et que les choses soient réversibles en 12 heures et que la personne récupère son état antérieur. C'est pour, quand dans les directives anticipées, il est marqué pas d'acharnement. Le fait d'une récupération ad integrum en 12-24 heures avec quelqu'un qui peut être amené à donner son avis au bout de 12 ou 24 heures, ça peut être un motif. Euh, mais c'est l'exception. Je dirais que la plupart du temps, ça vient corroborer le fait que personne n'a envie d'acharnement de part et d'autre. alors il nous est posé la question par un confrère, quel est le poids du référent familial face à l'équipe de réanimation? Moi, j'aurais envie de vous prolonger la question avec
la personne de confiance, est-ce que, puisqu'on est là aussi dans la loi, hein, la personne de confiance c'est 2002, les directives anticipées c'est 2005, et tout ça se retrouve dans le 2016. Est-ce que, alors d'une part, s'il n'y a pas de personne de confiance, quel est le poids de quelqu'un qui est référent familial, mais ça c'est un statut qui n'est pas légal à proprement parler, hein. Et sinon, s'il y a une personne de confiance, quel est son rôle? Est-ce que, par exemple, elle prévaut sur les directives anticipées? C'est des questions qui nous sont souvent posées. Ou est-ce que ça prévaut son opinion sur les autres membres de la famille, par exemple, si tant est qu'elle soit dans la famille, d'ailleurs, la Je crois qu'il y personne a de eu un confiance. papier dans les annales d'anesthésie-réanimation et d'une juriste qui rappelle que la loi hiérarchise, la deuxième version de 2016 hiérarchise. Donc, c'est évidemment le patient, et y compris le patient avant ses directives anticipées, puisqu'il a pu écrire quelque chose et dire autre chose le jour J. Donc, c'est évidemment lui. Ensuite, c'est les directives anticipées s'il n'est pas en état de s'exprimer. Ensuite, c'est la personne de confiance et ensuite, c'est l'entourage. C'est ça, voilà. On se rejoint Mais, parfaitement. mais l'avis de l'entourage n'est pas opposable au même titre que les directives anticipées. D'accord. Et là, je pense on est tout à fait sur la loi de Claes Leonetti, sachant que cette loi risque, oui, en fait, d'évoluer. Alors, dans le chat, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe à la salle? Non, non, non. Alors, maintenant, est-ce que vous avez, vous qui êtes présents, nous sommes 23, est-ce que vous avez, l'une ou l'un d'entre vous, des remarques ou des questions à faire, à formuler à Élonie Brunel? Qui veut lever la main, ou la main électronique ou la main physique? Véronique? Véronique et puis Dominique après. Et puis après, peut-être Georges, mais non. Véronique? Alors, merci beaucoup pour votre conférence qui est très documentée, euh, qui montre bien les difficultés in fine vous devez prendre, hein, puisque c'est le médecin qui va promouvoir ou non une réanimation. Et c'est vrai que euh, les, les taux de mortalité après une réanimation complexe font réfléchir. Hein, et que vous avez tout à fait raison, et c'est tout à fait pertinent de parler de casuistique, hein, c'est du cas par cas. Et le critère d'âge ne doit absolument pas être le seul critère, bien entendu. Mais nous, en région parisienne, pendant la Covid, on a reçu, avant la pandémie, une note de l'ARS d'Île-de-France nous disant de ne pas admettre en réanimation au-delà de 70 ans. Hein, c'est écrit. Au-delà de 70 ans. En la gériatrie, c'est à partir de 75 ans. Donc déjà, on était avant la gériatrie. Ça a été assez terrible parce qu'il a fallu se bagarrer. Et comme toujours, lorsqu'on fait un peu d'éthique, on voit que on se colle au principe de justice et d'équité. Quand il n'y avait pas assez de place en réanimation, on priorisait bien entendu les sujets jeunes, les robustes, comme vous les appelez. Et on s'est bagarré pour que ce critère des 70 ans, uniquement de l'âge, ne soit pas du tout appliqué. Mais il a fallu plusieurs mois. Hein. Je crois que la SFAR a sorti la Société française d'anesthésie-réanimation, des recommandations où il y avait d'autres statuts à prendre en compte, la nutrition, l'aspect cognitif, l'aspect dépressif. Alors moi, je suis psychiatre et c'est vrai que je voulais reprendre sur les directives anticipées. Elles sont con- contraignantes, mais pas opposables aux médecins. Et il y a eu un récent avis du Conseil constitutionnel disant qu'elles ne pouvaient pas l'être quand elles sont inadaptées. Par exemple, écrire quand on est très dépressif, je ne souhaite aucune réanimation puisque le dépressif qui se suicide veut mourir, eh bien, ce n'est absolument pas entendable. Et bien souvent, les médecins ne comprennent pas bien. C'est pas du tout un Graal, hein, les directives anticipées. Moi, personnellement, je ne les ai pas du tout rédigées. Je m'en sens incapable.
parce que la maladie nous transforme, la temporalité nous transforme. À un moment, l'homme est onctueux, est ductile, est ambivalent. À un moment, on a envie, on est au creux de la vague et on a envie de mourir. Et à un autre moment, il suffit d'un sourire, d'une main tendue. Et c'est particulièrement vrai pour les personnes âgées, on n'a plus du tout envie de mourir. Donc, je vois d'un œil très inquiet l'évolution de la future loi en tant que psychiatre qui irait vers une ouverture au suicide assisté et à l'euthanasie, sans dire le mot, bien entendu, puisqu'il s'agirait de mort choisie. Et ça voudrait dire que nos vieux qui ont déjà du mal dans cette société agiste à exister, qui déjà se vivent comme un poids, seront assignés à disparaître. Et je vois mal dans mon hôpital un coin réservé à ceux qui auraient, on dirait, bah, prenez votre potion, voilà. Hein, cette temporalité lamentable, il faut du temps pour se faire confiance, il faut du temps pour accompagner un patient, et certainement pas être dans le oui-non, dans le blanc et noir. Il y a un nuancier de solutions à apporter. Et puis, dans l'autre coin de l'hôpital, eh bien, les personnels qui se battraient encore pour réanimer, pour ramener, pour parler d'amour au bord du gouffre, ramener les patients à la vie. Et d'ailleurs, François Braun, l'ancien ministre de la Santé, qui était réanimateur, l'a bien dit, et il a dit qu'il n'était absolument pas d'accord. Pour lui, c'était absolument inenvisageable de ne plus réanimer les personnes qui souhaitent se suicider. Alors ça, c'est une chose. Et d'autre part, vous avez parlé, c'est très intéressant, des biais cognitifs qu'on peut avoir lorsqu'il s'agit d'une réanimation. Je ne sais pas si vous connaissez le travail de mon amie Sophie Crozier, qui a fait sa thèse là-dessus en 2012, sa thèse d'éthique, qui est très intéressante. Elle travaille en neurovasculaire et elle travaille bien sûr sur les limitations d'arrêt de traitement. Et c'est d'autant plus compliqué lorsque sur le papier on dit on a un clochard qui a 25 ans, qui a personne autour de lui. Si on parle que de l'âge, sans savoir l'écosystème dans lequel il vit, ben 25 ans, il s'aperçoit que c'est un clochard et lui, on lui aurait proposé la réanimation, alors que une femme de 75 ans qui a un mari aimant, des enfants, des petits-enfants, tout un écosystème dans lequel elle pourrait vivre. Si on s'arrête à ce critère d'âge, eh bien, on ne proposera pas de la réanimer si elle fait un AVC de la même manière qu'on aurait proposé très facilement à ce clochard de 25 ans. Voilà, donc je vous recommande son travail. Elle fait partie du CCNE et c'est une des 8 signataires qui s'est opposée à l'avis 139 du Comité national d'éthique sur l'évolution de la loi sur la fin de vie. Élodie, est-ce que vous voulez réagir à cette première? Non, nos avis se recoupent beaucoup, hein. On a voilà, plus que de la sensibilité, même la même pratique, c'est-à-dire que Oui, l'ambivalence, on l'a aussi en réanimation quand les gens sont conscients. J'ai le même vécu, donc les mêmes, les mêmes réticences à une évolution de la loi. Moi, déjà en 2005, elle m'allait très bien. oui. Avec les recommandations de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui avait mis en place la sédation proportionnée, je trouvais qu'on s'en sortait déjà très bien. Bon, 2016 a voulu apporter à ces personnes qui demandent des choses plus claires la sédation profonde et continue maintenant jusqu'au décès. De quelque chose de plus clair, on est sur le fil parce que certains soignants, pour peu que, je ne sais pas si tout le monde a entendu parler du Maastricht 3, Oui. mais c'est encore un Ah domaine oui, 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 très, oui, très, très discutable où il y a une décision d'arrêt de traitement, un décès et on prélève les organes. c'est ça. Donc pour ces sédations-là, il faut des sédations alors euh, qu'on dit profondes et continues, mais qui sont des anesthésies générales. Donc après, on se dit, mais pourquoi je le fais là et puis je ne le fais pas au voisin qui en arrête traitement de la même manière? Donc, bon, ça glisse, ça va continuer de glisser et je ne peux que le regretter. Merci. Dominique, je vois que vous avez levé la main, on ne vous voit pas, mais on pourrait vous Oui, entendre. Oui, on vous écoute. voilà. Oui, j'ai une question. Est-ce que les directives anti-CRP sont accessibles sur l'espace santé? Alors, Euh, j'ai appris qu'elle l'était, effectivement. Et Ça fait quelques années que je pratique les hôpitaux depuis que je suis à la retraite. Et chaque fois, on me demande mes directives anticipées. Quand je les dis sur mon espace personnel, on me ouais. dit on n'y a pas.
Eh ben moi, j'ai un souci très, très pratique, c'est de le consulter euh, en garde, etc. Et j'avais demandé au cadre là qu'on s'organise, mais oui, oui, bien sûr, il faut le faire. Maintenant qu'elles y sont, on n'a pas le choix. Enfin, il faut qu'on se donne les moyens. Et c'est vrai que cette loi qui est en suspens, elle me fait peur parce que je me dis si un jour, effectivement, dans une période où je peux en avoir marre un peu de subir des agressions médicales, je dis, bah oui, j'ai envie de mourir et on est capable de m'entendre. Et- alors que ce n'est pas mon désir profond. Est-ce qu'on pourra garder confiance à des équipes C'est- médicales? C'est pas évident. pas toutes. Ben oui. Et si en plus il faut choisir les équipes médicales, dans le désert médical qu'on est. D'accord. Merci. Merci Dominique. Est-ce qu'on a d'autres questions verbales? Peut-être. Alors, j'aurais envie de vous poser une petite question technique là. C'est vrai que les fréquences d'infections respiratoires basses sont très grandes chez les personnes âgées. Et de mon temps au moins, hein, il y a 40 ans, c'était une grande cause d'entrée en réanimation et de détresse respiratoire des personnes âgées. Il y avait certes les embolies pulmonaires, mais enfin, c'était surtout d'abord des infections respiratoires basses. Alors, est-ce que vous avez des éléments au niveau de la prévention quant à l'efficacité de la vaccination antigrippale et antipneumococcique, par exemple? Est-ce que vous avez des données ou Non, moi, euh, j'arrive après la bataille, mais tout autour de moi, je fais vacciner. Je suis moi-même vaccinée contre la grippe et toutes les personnes de plus de 65 ans autour de moi ont, sont vaccinées contre oui, la grippe, pardon, et les BPCO contre le pneumocoque. Je respecte les recommandations des infectiologues. Je ne vais pas refaire le tour de la littérature. d'accord, c'est pour savoir si vous avez une incidence au fond Ah, je n'ai pas repris. de personnes non J'ai pas vaccinées. repris, il est certain que nos BPCO sont souvent vaccinés, mais ils ne viennent pas toujours pour un pneumocoque, hein. Donc voilà, l'un n'empêche pas. Enfin, le fait qu'ils ne viennent pas pour un pneumocoque fait qu'ils peuvent venir pour autre chose, pour une décompensation d'une autre origine. Et avec la Covid aussi, est-ce que vous avez noté, même si c'est peut-être sur des séries qui ne sont pas très importantes, sur un endroit donné, bien sûr, sur un lieu de réanimation donné, est-ce que vous avez noté aussi une amélioration nette, ciblée du pronostic vital, donc en gravité, en quantité, quantitativement, qualitativement, dès lors qu'il y a eu la vaccination massive anti-Covid? Là encore, on n'a pas fait d'études locales, mais je crois que sur le plan national, c'était assez clair, ouais, qu'il y avait un D'accord. bénéfice. Mm. D'accord. Depuis un an, on n'a plus que des personnes immunodéprimées. Oui, d'accord. Christian, tu voulais parler peut-être? Je vois que ton micro est ouvert, mais je sais pas, Ah non, non, c'est une erreur, pardon. pas évident. Est-ce qu'une autre personne veut intervenir? Sinon, peut-être je me permettrai, moi, de dire quelques mots, même s'ils ne sont pas exactement très précisément dans le sujet. Peut-être reprendre un petit peu ce qui avait été dit euh, par un certain nombre d'auteurs. Je n'ai peut-être pas ouvert, par contre, il y avait réponse à Elodie, diaporama PowerPoint, c'est le vôtre, et les questionnements, d'accord. Je vais. Bernard, Oui, oui, c'est Georges. Non, oui, moi j'ai quelques réflexions pour ça, comme sur tout ce qui a été dit. je t'en prie, ça me permettra de me retourner avec mes diapos. Voilà, allez, j'y vais. L'avis du patient, du malade, est primordial. Il faut toujours le rechercher, et même après une réanimation, quand on peut le réveiller pour lui reposer la question, est-ce qu'on peut dire ou pas?
Moi, je pense que même s'il y a des noms qui voulaient pas au départ de soins de réanimation, si on pense qu'on peut le repêcher un petit peu pour avoir au moins un moment d'éveil, pour reposer la question, moi, ça me paraît quelque chose d'important. Le référent familial, ça peut être une bonne chose, ça peut être aussi une bombe en cas de famille divisée. Bien sûr. La personne de confiance, ça peut être un témoin irremplaçable. Ça peut être aussi donc un patient qui est sous le coup de l'émotion qui demande de psychothérapie. Il parle des fois de son nom et par la place de personne qu'il représente. Bon, je fais très attention à ça aussi. Les directives anticipées, donc, évidemment, de toute façon, ça s'adresse à des gens qui ne peuvent plus s'exprimer, nous sommes bien d'accord. D'où l'intérêt des fois pouvoir des fois les réveiller pour reposer la question, pour passer toujours d'accord pour passer de l'autre côté. Et enfin, sur l'espace santé, donc, on y a sur amélie.fr. Moi, je l'ai rempli pour moi et pour mon entourage. C'est pas tout à fait évident. Ça demande un peu de rangement. Les directives anticipées, elles peuvent y figurer, mais elles ne sont pas bien mises en évidence. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Donc, c'est pas mal, mais on peut mieux faire. Et je rends le micro à Bernard. Vous avez des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit? Et sinon, moi, je vais vous envoyer peut-être trois réflexions. J'avais été intéressé parce qu'on parlait encore de mort de vieillesse. On a pu évoquer l'idée que c'est essentiel, ça serait essentiellement la vieillesse qui serait en question. Alors, je trouve que une médecin légiste qui a colligé des autopsies qui ont été faites à Vienne, en Autriche, chez les personnes âgées. C'est pas très français, ça, hein, d'aller colliger des autopsies de personnes âgées chez nous. Et c'est très intéressant parce que elle s'est aperçue, elle a publié en 2003, elle a publié de nouveau en 2005, elle s'appelle Berzanovic, et on se rend compte que chez les gens âgés, très âgés aussi, chez les centenaires ou chez des gens qui avaient 88 ans et qui étaient des gens qui généralement étaient considérés comme en bonne santé et mourant de vieillesse, bien quand on fait une autopsie, on se rend compte que en fait, il y a toujours une pathologie dessous. C'est très généralement une pathologie cardiovasculaire, ça peut être une pathologie respiratoire et d'autres problèmes, on pourrait dire accessoirement, hein, en tout cas quantitativement. Et elle a fait ça chez des centenaires, c'est-à-dire à moyenne d'âge 102 ans. Vous voyez ici. Alors c'est très intéressant parce qu'on retrouve quelque chose qui est à peu près comparable aux personnes plus jeunes, si j'ose dire, hein, qui étaient décédées de mort dite naturelle. Et là aussi, on retrouve 68% de pathologies cardiovasculaires, 25% de pathologies respiratoires, etc. Voilà, et peu d'autres pathologies. Est-ce que ceci nous inspire un peu dans la mesure où, par exemple, si on fait passer ce que Scott Murray a publié en 2005 hein, sur les trajectoires de fin de vie que vous avez projetées tout à l'heure. Hein. Si on attribuait à la vieillesse ceci, qui est en fait lié à des polypathologies et aux démences, on peut toujours s'interroger sur le fait que c'est vraiment la vieillesse. Et d'autre part, autre remarque, c'est que cette trajectoire qui est celle des cancers, c'est-à-dire avec une dégradation en moyenne de l'ordre de 3 mois, ou l'insuffisance d'organes, avec là aussi une dégradation de l'ordre de 3 mois, ont un pronostic vital plus facile à fixer, et surtout les cancers. Et ceci pourrait expliquer pourquoi on retrouve 80% de cancéreux dans les unités de soins palliatifs et dans les réseaux de soins palliatifs, alors que dans l'insuffisance d'organes, on a beaucoup plus d'incertitude quant au passage de l'épisode aigu, d'insuffisance cardiaque ou d'insuffisance respiratoire. Et c'est encore pire, si j'ose dire, dans ce type de polypathologie et démence, où là, pour avoir travaillé en soins de longue durée, je peux vous dire que j'aurais été incapable de dire quand je partais en vacances combien de patients seraient décédés quand je reviendrai et lesquels.
C'est-à-dire qu'on revient, on dit, ben, ah ben j'aurais pas cru qu'il allait mourir, lui. Puis l'autre, au contraire, ah ben tiens, c'est bizarre. Voilà, il est toujours là. Bon, oui. Alors, je me dis que ce sont aussi certainement des éléments importants, voilà, à connaître, hein. Linda Fried a publié donc elle a été la première et en 2001 à publier sur la fragilité. Enfin, elle a lancé vraiment la réflexion, mais je vois que vous avez fortement évolué et c'est même au-delà du Canadien Rockwood que vous avez déterminé des critères en réanimation qui sont, d'après ce que je comprends, relativement spécifiques. Parce que ce qui est frappant en matière de fragilité, dont vous dites que c'est l'élément majeur décisionnel, et je pense que, ben, en ça, je pense que vous avez raison, ou en tout cas, c'est le consensus que vous avez évoqué. Euh, euh, il est très disparate, hein. C'est-à-dire les critères de Fried, c'est encore différent d'autres critères qui ont été émis. Donc, pour revenir aux critères que vous avez, est-ce qu'ils sont, que vous avez mis en exergue, est-ce qu'ils sont spécifiques effectivement à la réanimation et à l'entrée en réanimation? Est-ce que- Euh, alors, je dirais pas spécifique dans la façon d'évaluer les personnes âgées. Après, je vous ai peut-être dessiné un tableau un peu, alors pas idyllique, loin de là, mais malheureusement, tous les professionnels n'ont pas connaissance de ce score de fragilité. Ils font comme Monsieur Jourdain. Euh, ils en font sans le savoir, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre qu'ils aient connaissance des 5 stades et même de la fragilité pour tous les praticiens. Mais c'est quand même des choses qui ressortent dans l'évaluation. Je ne l'ai pas pris parce que il est grabataire, qui est quand même, quand je disais tout à l'heure, des choses à préciser, parce qu'on m'a déjà eu dit grabataire pour des gens qui finalement ne l'étaient pas. Donc, encore une fois, je pense qu'il est important de toujours tout préciser, mais un vrai grabataire qui communique pas depuis 2 ans, etc., enfin, un GIR 1, voilà, des collègues vont pas le mettre forcément en stade 8, en score de fragilité 8, mais ils le prendront pas, et à juste titre, je pense, en réanimation. Après, encore une fois, dans cette médecine du cas par cas, on peut tout à fait, comment dire, réanimer entre guillemets avec des soins proportionnés en soins continus ou en unité de soins intensifs. C'est pas parce qu'on dit non à la réanimation qu'on ne doit rien faire. On peut tout à fait rééquilibrer des troubles hydroélectrolytiques en soins continus. On peut tout à fait traiter un OAP en soins continus. Il nous arrive de faire, alors la dernière catécholamine à la mode, parce que ça change tous les 20 ans, mais là on est à la noradrénaline et on fait de la baby noradrénaline, donc très 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 diluée, c'est assez maniable. Et en fait, il nous arrive de passer des caps chez les personnes âgées avec un fond de noradrénaline très dilué, donc on n'a pas besoin de voie centrale. Enfin voilà, c'est des soins proportionnés qui me paraissent intéressants, et on passe des caps. Donc c'est encore jamais tout noir ou tout blanc. C'est voilà, proportionné, et les souhaits du patient, ça a été rappelé, je crois que c'est extrêmement important, et c'est toujours pas généralisé de sonder ce que veulent les patients. Beaucoup sont très dociles, et voilà, donc on peut encore s'améliorer. D'accord. Alors, pour en revenir à la fragilité, si vous voulez, là, il y a une ambiguïté aussi, hein, sur la problématique de la fragilité, parce qu'elle est généralement définie dans le monde gériatrique, hein, comme intermédiaire entre un état de robustesse, c'est-à-dire le vieillissement réussi en quelque sorte, et la dépendance. Et avec dans l'idée que si on est capable de diagnostiquer une fragilité, elle est réversible. Ça, c'est la grande idée qui est avancée actuellement et qui justifie, par exemple, ICOP, c'est-à-dire ce dépistage massif. Est-ce que vous avez sur ce point une idée? Non, J'ai pas
j'ai pas d'études, je connais pas d'études qui étudiaient cet aspect de réversibilité en fonction du stade. Non. Alors, dans ce qui est du Il y rôle, avait, si vous voulez, ouais. oui, Il y a des pluridisciplinaire, souvenirs de séries où on récupérait ceux qui survivaient, 26% récupéraient leur état antérieur seulement. d'accord. Donc, c'est quand même... c'est tellement difficile au cas par cas. C'est le sentiment qui me reste aussi, hein, l'impression qui me reste de mon exercice en réanimation. C'est-à-dire, on vivait dans l'idée qu'on n'avait pas d'outils véritablement pertinents, hein. Je ne me souviens plus d'ailleurs très bien du nom des outils qui étaient utilisés à ce moment-là, mais ils étaient... on savait que ça existait, mais on ne les utilisait pas parce que on avait le sentiment que rien n'était véritablement prédictif, quoi. Alors, pour en revenir à la gériatrie, est-ce que vous avez parlé d'intervention de la filière gériatrique post-opératoire ou post-réanimation? Est-ce que vous pensez que, bien que ça soit difficile, ça serait quand même pas intéressant qu'il y ait avant de prendre la décision, une évaluation gériatrique qui soit faite avec toute la difficulté que ça représente, parce que, comme vous l'avez bien dit, ça devrait être plutôt un hôpital de jour, dès lors qu'on aura besoin, nous, les gériatres, enfin, je ne suis plus un exercice, mais j'avais besoin de l'opinion, en particulier du cardiologue, avec ne serait-ce qu'une écho, enfin des choses simples, quoi, pour ne serait-ce qu'avoir une idée du type d'insuffisance cardiaque et de de sa gravité. Est-ce que ça vous paraît être une voie intéressante? Foncièrement intéressante. Après, je crois pas que pour l'instant les études aient montré de grandes preuves, mais en fait, là encore, les centres qui ont fait des études n'ont probablement pas screené les personnes qui pourraient le plus en bénéficier, ce qui est bien que ça n'a pas fait ses preuves. Mais intuitivement, on se doute bien qu'en prenant bien en charge en amont, ça doit mieux se passer derrière. Je crois qu'il n'y a pour l'instant pas de preuves, mais il faut continuer de travailler dans ce sens. Ça paraît assez évident. Je veux dire, même nous, en anesthésie, on doit développer des évaluations un peu plus poussées sur le mini-cog, sur l'état nutritionnel. Il y a la vraie évaluation, entre guillemets, très poussée, et puis il y a des petits outils simples qui doivent nous faire détecter les patients qu'on doit absolument confier au gériatre en post-opératoire. D'accord. Ça, c'est vrai que ça me semble être, et je vais passer la parole à Véronique, hein, mais ça me semble être un défi de l'avenir, c'est-à-dire cette possibilité qui pose des problèmes, disons, d'organisation stratégique énormes, hein. Avoir la possibilité d'avoir plusieurs avis pour asseoir des décisions ou avoir une préparation préopératoire qui soit intéressante. Je pense par exemple dans des études qui ont été menées sur la coopération avec les pharmaciens. Ça paraît être relativement annexe, mais en fait, les pharmaciens en gériatrie sont d'un très grand secours dans la mesure où ils peuvent avoir un second look sur notre prescription, qui est souvent d'ailleurs polymédicamenteuse. Enfin voilà, ils peuvent avoir une vision. Enfin, là, pour le coup, il y a eu des études dans ce sens et qui montraient un effet bénéfique, hein. Mais le problème, c'est ça, c'est d'arriver à se retrouver autour d'un patient. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai, faire venir à l'hôpital quelqu'un qui a 90 ans. Alors, une fois pour l'anesthésiste, à la fois d'après pour le cardiologue, et puis pourquoi pas pour faire un cliché radiologique. Enfin, voilà quoi. Si on n'arrive pas à regrouper tout, c'est hallucinant, quoi. C'est très difficile et c'est très astreignant pour les. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, hein, de tout ça, mais c'était un rêve de ma génération, mais on n'a pas réussi, je pense, vraiment à accéder. Véronique, à Oui, vous. moi je voulais parler d'avant.
une consultation particulière qui avait été mise en œuvre par le professeur Armel Gentric à Brest sur les interventions programmées. Il ne s'agit pas de réanimation, mais d'anesthésie, de pouvoir sevrer en benzodiazépine les personnes âgées et de proposer plutôt des tisanes, des traitements non médicamenteux pour éviter l'effet rebond après l'anesthésie. Je ne sais pas si vous connaissez son travail Non. qui était très intéressant et qui, moi, me parle beaucoup en tant que psychiatre. Parce que vous savez, le petit Temesta que l'on prend depuis 45 ans, voire 50 ans, on peut plus s'en passer, même s'il a une demi-vie courte. Donc, c'était très intéressant pour prévenir les troubles cognitifs après l'anesthésie, de pouvoir proposer un sevrage sur, encore une fois, les opérations qui étaient programmées. Mais moi, je lutte contre les arrêts intempestifs vu qu'ils n'ont pas été arrêtés avant. Et vous, Élodie, qu'est-ce que vous percevriez comme principaux progrès désirables dans le domaine de la réanimation des personnes âgées? Où est-ce qu'il faudrait agir? Est-ce que c'est la voie que j'indiquais, par exemple, qui est intéressante? Alors, l'évaluation, elle peut être comme programmée, comme on l'a dit. Donc, en réanimation, ça n'a rien d'essentialiste sur la personne âgée. C'est pour tout un chacun. C'est le juste soin à discuter, quel que soit l'âge. Bien sûr, l'âge rentre en compte, mais au même titre que les comorbidités. Voilà. D'accord. Alors, je vois que dans le chat, C'est on la nous... médecine à la carte et pas au menu. Ça. On nous écrit concernant ce que vous exprimez, j'ai assisté à la journée assise et handicap vendredi à la CCI de Castres et la charte Romain Jacob, ouais, qui est à la mode, j'allais dire, signée pour améliorer la prise en soin des personnes handicapées et le rassemblement de tous les rendez-vous médicaux sur une journée, entre autres. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions qui viendraient? Jean, tu veux intervenir? Ton micro est coupé. Il était cardiologue, Jean. Christian? Oui, je voulais intervenir sur. J'ai été étonné que vous passiez assez vite sur le manque de lits, parce que on nous a bassiné pendant le Covid sur ces problèmes de manque de lits en réanimation. Et donc, vous avez parlé de transfert si vous n'aviez pas de lit, mais enfin, tous les malades ne sont pas transférables en réanimation, si j'ai bien compris. Euh, et donc, ça veut dire qu'en fait, vous, localement, vous n'avez pas eu tellement de problèmes, je suppose. Ah, pendant la période Covid, non, très peu. Non. Très peu. On a pris des patients de Nîmes et de Strasbourg. Donc, beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu des malentendus là, sur le nombre de lits. Il y a une petite inégalité territoriale en France en nombre de lits pour 100 000 habitants. Je n'ai pas les chiffres, mais effectivement, tous les territoires ne sont pas égaux. Mais là, ce n'est pas le nombre de lits qui a fait la différence, c'est le nombre de patients. Et comme c'était une situation sanitaire exceptionnelle, on ne peut pas dimensionner les lits de réanimation à ces cas exceptionnels. Moi, je suis au quotidien, je vous assure, quand je dis transférer, c'est parce qu'on parle de prise en charge aiguë, de déchocage, et une fois déchoqués, qu'ils soient chez nous ou enfin, ils peuvent être transportés avec du SAMU sur une autre structure. Je sais pas, je ne parlerai pas pour tout le monde, c'est évident, mais je n'ai jamais refusé quelqu'un pour un manque de place. C'est-à-dire, on peut prendre, on déchoque là où on est, on appelle le SAMU, on transfère. C'est pas un refus de réanimation. On le prend pas en charge dans notre réanimation, mais on le prendra en charge dans une réanimation ailleurs. Euh, Moi, j'ai très peur que si on double le nombre de lits, on va tripler l'acharnement. Enfin, et à un moment donné, on en est revenu au fait des moyens. Les moyens font qu'il y a plus de consommation. Mais en réanimation, je peux le toucher du doigt avec des confrères spécialistes.
ils ont l'impression qu'on peut sauver la Terre entière, et c'est pas vrai. Donc, je n'ai pas l'impression. À l'heure actuelle, là, on ferme des lits, donc ce qui est très particulier, on ferme des lits pour des défauts de personnel. Mais si tous les lits de réanimation à l'heure actuelle avaient leurs soignants, la configuration, elle est pas scandaleuse. Enfin, j'ai jamais été confrontée à des choses. Qu'on avait comparé quand même par rapport à l'Allemagne. Non, mais c'était mal interprété parce qu'ils avaient compté dans leurs lits de réanimation les lits de soins intensifs qui n'ont pas de ventilateur, par exemple. Donc, il y avait une confusion. Je vous invite à réécouter l'édito de Patrick Cohen, qui avait donné les chiffres très précis. Et donc là, à l'heure actuelle, il y a une refondation en France, justement dans l'idée de faire face à des situations exceptionnelles. Les lits de soins continus vont se transformer en soins intensifs polyvalents. Donc, c'est des futurs lits qu'on pourra armer en réanimation s'il y a besoin. Mais voilà, a priori, il n'y avait pas de scandale dans le nombre de lits de réanimation entre la France et l'Allemagne. Il y a eu un défaut, des calculs qui n'étaient pas superposables. Christian, tu veux intervenir? Oui, j'avais juste des petites choses là, qui m'avaient traversé l'esprit, quoi. Moi, je suis un peu inquiet quand on me parle de score. Les scores m'inquiètent toujours beaucoup. Alors, je suis très content d'entendre Elodie parler et revenir sur de la casuistique, c'est-à-dire bien reprendre à partir des scores et dire que le score, c'est pas tout. Or, la plupart du temps, si on écoute un petit peu les gens, si on écoute ce qui se dit, on sent bien qu'on est tiré vers de la prédiction à tout prix. C'est-à-dire que si je le prends en réanimation, il va être sauvé. Si je le prends pas en réanimation, il va mourir. On est enfin, il me semble qu'on est dans des discours qui sont très on-off. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de finesse, il y a pas de grille, quoi. Et ça m'inquiète énormément parce qu'on est toujours en permanence. Il faut quand même arriver à imaginer que quand on est dans un score de 80%, si vous êtes sur le côté de 20%, ben, pour vous, c'est toujours 100%, quoi. D'accord? Donc, si vous prenez 80% des gens en réanimation, les 20% que vous ne prendrez pas, pour celui qui est dans les 20%, pour lui, c'est 100%. C'est pas un calcul à 80-20. C'est 100% pour lui. Et donc, je voudrais insister sur ce que tu as dit, Elodie, sur le fait de dire que c'est bien de la réflexion que les scores, c'est des aides à la décision, mais c'est pas le score qui fait tout. Et moi, je suis très inquiet d'avoir des scores qui feraient tout, parce qu'à la limite, finalement, il y aura plus qu'à rentrer les éléments dans l'ordinateur qui te dira s'il faut l'admettre ou s'il faut pas l'admettre. Or, je pense que ça, c'est le travers qui me paraît le plus inquiétant. Et après, sur ce que tu as dit par rapport pour le Covid, pendant les temps de Covid, bon, il se trouve que j'ai eu à discuter avec des gens qui étaient dans des EHPAD au moment du Covid. Et effectivement, il faut faire la distinction entre les chiffres qu'on a eus, c'est-à-dire les chiffres d'admission réelle ou d'admission refusée officielle, et ce qui s'est réellement passé dans les EHPAD. C'est-à-dire que dans les EHPAD, il y avait quoi? Il y avait on décrochait le téléphone pour faire admettre le patient à l'hôpital, on leur disait non, non, ne le faites pas venir. Donc, c'est dans ces cadres-là que je pense que les chiffres sont un peu truqués. Voilà, c'était tout. C'était ma Oui, et colère puis, du soir. je commence à être middle class, et j'ai commencé en réanimation. Certains, alors je ne saurais pas vous dire de limite d'âge, mais enfin, 80 ans, c'est sûr, ils n'écoutaient même pas l'histoire de la maladie, etc. C'était niette. Et puis, on est passé dans les années 2010 avec les travaux de Garouste et Guidet, où ils ont dit, ah non, mais l'âge, ce n'est pas un critère. Donc, on finissait par prendre tout le monde. C'était pas mieux. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu de côté raisonnable. Alors, je suis forcément d'accord avec toi, Christian, parce que je sais qu'on parle la même langue. Moi, j'aimerais qu'on diffuse ces scores parce que
parce que j'ai trop l'impression que c'est au petit bon, enfin, c'est au doigt mouillé. Et donc, c'est pour remettre un peu de rigueur, voilà. Mais il est évident ça ne doit pas reposer que là-dessus, c'est une évidence. Mais pour certains, j'aimerais que ça apporte un peu de concret et d'objectif. Voilà, mais si les gens me décrivent ce qui correspond au score en me disant il fait ses courses, etc., 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 ça me va très bien. Mais ils ne le font pas toujours. Donc, en fait, c'est une manière d'accompagner, enfin, entre guillemets, hein, mais d'orienter les gens vers cet exercice. D'accord. Est-ce Ouais, que... tu Oui, vois ce que je veux dire? Ce qu'il faudrait pas, c'est que ça bascule de l'autre Et côté. évidemment, et évidemment. oui, c'est vrai que nous vivons dans l'idée, alors peut-être fausse, hein, et Elodie ne s'inscrit pas apparemment dans cette logique-là, que la réanimation et son admission peuvent avoir lieu en fonction des moyens qui sont déployés et pas forcément en fonction des besoins de la population. Là, je crois que c'est une idée qui est assez ancrée, peut-être surtout depuis la Covid, Bien sûr, avec ce qui nous est parvenu de l'Est de la France. Parce bien que sûr. vous parliez tout à l'heure de votre situation personnelle. C'est vrai que dans la région, quand j'ai interrogé des confrères, des consoeurs, ils avaient à peu près le même discours que vous. Par contre, quand on s'adresse aux régions qui ont dû évacuer des personnes dont on pensait que ça valait le coup parce qu'il fallait les transporter en plus, donc on peut imaginer que c'était des gens qui, entre guillemets, en valaient la peine. Là, il y a quand même des témoignages qui ont été différents, qui ont Oui, été oui, non, beaucoup. mais j'en ai eu vent aussi, hein, bien sûr. D'accord, d'accord, on s'entend bien. Parfait. Donc, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que nous en restons là? C'est le moment de vous exprimer. Sinon, on va clore notre visio en annonçant la prochaine, évidemment. Comme chaque fois, hein, il y a toujours annonce du prochain numéro. Bernard, Oui? Bernard. Élodie, comment tu vois l'évolution de la loi, toi, aujourd'hui, par rapport à ton travail en réanimation, en fonction de si la loi évolue, est-ce que tu imagines qu'il va y avoir des choses qui vont changer pour vous en réanimation? Moi, je pense que ça va forcément perturber les soignants en m'incluant dedans comme d'habitude. Mais pas forcément spécifiquement en réanimation. Par contre, en tant qu'anesthésiste réanimateur, on sait que c'est déjà ceux qui délivrent la mort pour les peines de mort aux États-Unis. Quand on a besoin de recettes, on sait trouver l'anesthésiste réanimateur. Donc là, ça m'inquiète beaucoup plus. Euh, voilà, c'est les deux réflexions un peu rapides. Est-ce que vous pensez qu'on a... Alors, je vivais dans l'idée, peut-être après avoir suivi Amnesty International et justement ce combat contre la peine de mort, j'avais dans l'idée que les médecins refusaient. Puis c'est la déclaration de Tokyo, oui, aussi de 1975, de l'Association médicale mondiale. Normalement, on ne doit pas assister à la torture, on ne doit pas donner la mort en aucune façon. Mais par contre, on avait réussi à bloquer aux États-Unis en bloquant les produits d'injection. Et du coup, ça se passait pas bien parce que justement, parce que les médecins ne veulent plus participer ou les soignants, donc les gens étaient, je m'excuse des détails sordides, hein, mais ils étaient mal piqués. On leur injectait des substances qui n'étaient pas forcément létales. Et donc, ça se passait très mal. Alors, je ne sais pas où ça en est actuellement, mais euh, j'avais dans l'idée quand même que les médecins, on avait réussi à faire pression pour qu'ils... Selon les États, j'ai pas cette notion, mais parce qu'ils utilisent du pain total des fois. Bon, bref. D'accord. De toute façon, l'Ohio, alors sur le plan de- des techniques, vous l'avez sur Internet, l'Ohio publie clairement, officiellement, l'État d'Ohio, les substances qui sont injectées et les doses, hein. Il n'y a aucun problème, hein.
Ça, ouais. Le plus grand scandale qu'il y avait eu, c'était qu'ils n'arrivaient pas à mettre une voie veineuse. Et que donc, ils n'arrivaient pas à le perfuser, ils n'arrivaient pas à injecter. Et donc, ça a duré pendant des heures, et finalement, ils ont été obligés de remettre les choses. Voilà. Donc, ils n'ont pas réussi à le faire. Ensuite, il y a l'ensemble des laboratoires qui sont très réticents maintenant à délivrer les produits. Ce qui fait que dans certains États, ils ont été obligés d'utiliser des produits qui étaient vétérinaires. Voilà. Et donc là, si j'ai bien compris, ils étaient en procès. Enfin, il y avait une demande, il y avait une demande parce que est-ce que c'était une souffrance inutile d'utiliser des produits vétérinaires pour pouvoir tuer quelqu'un? Enfin, ça devient complètement fou, quoi. Mais après, il y a une question d'éthique qui sera peut-être intéressante dans les années qui viennent. C'est de savoir, est-ce qu'il faut faire appel à des gens qui maîtrisent clairement l'anesthésie, ou est-ce qu'on doit laisser les gens faire leur salade dans leur coin sans avoir recours à des gens qui connaissent? Et là, il peut y avoir des dilemmes éthiques qui quand même pourraient être intéressants. Oui, je ferai un pari, mais ça ne vaut, je ne sais pas ce que ça vaut un pari, hein. C'est qu'on s'oriente vers l'Oregon, hein, vers quelque chose qui ressemble à l'Oregon, c'est-à-dire la mise à disposition des personnes de substances par voie orale, mais dont les formules, encore une fois, sont clairement exposées, hein. J'ai l'impression ils vont reculer, je pense, sur l'intervention des soignants devant la bronca des soignants. Je peux Mais me il reste tromper. là l'exception d'euthanasie. Dans la mesure où la personne ne pourrait plus s'administrer la mort d'elle-même, c'est ce que vous voulez Mais dire. ça, je vois pas de quel malade on parle en pratique. Oui, je suis d'accord, si je puis me permettre. C'est une construction, hein, de ces malades-là. On met toujours en avant les malades souffrant de SLA, mais dans la vraie vie, ça se passe jamais comme ça. Mais non, Il ils y a ont un forcément accompagnement. des thérapeutiques qu'on peut arrêter. Exactement, exactement. Mais c'est le combat, entre guillemets, de Marina Carrère d'Ancos, dont l'actuel compagnon souffre de la SLA. Et elle dit, par amour, je vais le tuer. Et lui, il dit, mais moi, j'ai pas du tout envie de mourir, j'ai envie de profiter de la vie qui m'est donnée, hein, Mais, jusqu'au mais, bout. mais il se bat à côté d'elle pour modifier la loi quand Oui, même. oui, mais elle a envie de L'ambivalence vivre. va jusque loin, Ah, absolument. sachant il a une ventilation, puisque enfin, j'ai vu sur une image qu'il avait de la ventilation au moins nocturne, et Oui, que dès lors qu'il choisit d'arrêter ce traitement, il a déjà droit à l'application de la loi telle qu'elle est, et il a absolument, droit à une sédation aujourd'hui. absolument. Donc c'est la Et, contre-information qui nous fait beaucoup de mal à l'heure actuelle. et énormément. J'ai eu un débat sur France Inter avec Marina Carrère-Dancouz dans l'émission d'Ali Rabéi. Elle s'arc-boute sur des arguments qui se dégonflent les uns après les autres, hein, au nom de la dignité, au nom de la liberté. Enfin, euh, il faut quand même bien un médecin qui prescrive. Et elle dit, moi, en tant que médecin, mais elle n'est pas médecin du tout. Elle n'a jamais pratiqué, elle n'a jamais vu un malade. Donc ça va pas du tout parce qu'on lui donne une large audience et le débat est complètement pipoté et biaisé. Moi, je suis pas comme Bernard, je suis pas aussi optimiste. J'ai vu Madame Firmin Lebaudot qui nous écoute absolument pas, qui a un profond mépris pour les médecins et qui dit la loi passera et c'est comme ça, faudra vous habituer. Et Marina Karen-Dampos dit, de toute façon, pour 2 ou 3% des malades qui veulent mourir, on n'a pas besoin de tous les médecins. On s'en fout de ceux qui veulent pas. On en trouvera bien. Donc, elle est du côté clairement du pouvoir, hein. On en trouvera bien 2 à 3% qui accepteront au nom de l'amour et du soin ultime de pratiquer l'euthanasie, en faisant fi de la souffrance des médecins qui le pratiquent et en Belgique et de, de l'aspect extrêmement lucratif des associations suisses pour le suicide assisté. Elle n'a pas creusé l'affaire, c'est pas honnête. Non. Son questionnement n'est pas honnête, elle n'est pas allée au fond du truc. Et on agit des étendards comme la DMD, voilà. Bah, taisez-vous, vous aurez le droit de vous opposer, mais
même si on a une clause de conscience, il faudra adresser le patient qui le demande. Il faut voir le type de demande, hein. Moi, j'ai un patient qui est 70 ans, hein, qui est venu me voir pour demander l'euthanasie avec sa carte de la DMD. Il était évidemment absolument pas en fin de vie. Et en fait, sa souffrance, c'est qu'il avait un canal lombaire étroit, il n'arrivait plus à faire son marathon comme avant. Donc, il fallait que moi, je l'euthanasie, sous prétexte que c'était sa liberté ultime. Mais votre liberté, elle s'arrête là où commence la mienne. Donc, parlez-moi de vous, parlez-moi de vos projets, parlez-moi d'autres choses. Évidemment, la demande était totalement inappropriée. C'était autre chose qu'il voulait venir me dire, hein. Donc, je ne sais pas si mes collègues auront le temps de tisser un lien de confiance avec les patients qui ont des demandes à intenter, et dès qu'il y a un tenté, plus une oreille ou plus une main tendue, vont changer leur demande. On ne peut pas, j'ai le droit de choisir ma mort. Oui, Firmin Lebaudot dit que ça ne sera plus l'AMM, l'aide active, non, l'aide médicale active à mourir, l'AMA, que ça sera la mort choisie au nom de l'autonomie et au nom de la liberté. Mais il y a d'autres principes qui ne vont pas, hein. Sur la population gériatrique, ça me fait très peur. Ben, moi aussi. Et psychiatrique, gériatrique, précaire, le handicap, les enfants autistes, bien entendu, ça fait très très peur, une espèce de normalisation comme ça, en haut et en bas. Donc elle est persuadée que ça va passer. Macron est beaucoup plus ambivalent, mais il est tout le temps dans le en même temps, et là, on ne peut pas faire du en même temps. Je ne sais pas du tout. Et est-ce que vous connaissez ce mouvement qui s'appelle Ultime Recours? Alors ça, ce sont des cintrés qui font venir du pain total des États-Unis, vétérinaires, pour l'avoir chez eux au cas où il faudrait impliquer un médecin, et parce qu'ils trouvent que la DMD ne va pas assez loin. Donc, donc eux-mêmes vont se... Il y a tout un procès des gens qui ont, par Internet, commandé le pain total pour le garder chez eux. Donc, c'est la peur de mal mourir qui est Mais je vraiment... pense qu'on ne le dit jamais, ça n'aurait rien changé à l'évolution des choses, mais qu'il y a une responsabilité pour moi médicale qui est monstrueuse. C'est-à-dire on a mal accompagné pendant des Oui, années, des années, des années. L'ancien président de la DMD, Romero, oui. il n'y a pas besoin d'être grand clair pour imaginer qu'il a vu des gens mourir du sida dans des conditions effroyables, hein, et malheureusement en nombre, hein, pendant des années et des années. Je n'arrive pas à lui en vouloir. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas être autrement. Euh, bon, mais il y a une responsabilité médicale, et comme d'habitude, on ne fait jamais notre mea culpa. Et, euh, et ça aurait peut-être aidé, enfin, je ne sais pas dans quelle mesure, mais dire on peut mieux faire, bien sûr qu'on peut mieux faire. Mais là, c'est trop tard. Après, sur les personnes médiatiques qui prennent la parole, là, en particulier Marine Carrère d'Ancos, on peut quand même se poser la question de l'objectivité qu'on peut avoir quand on vit avec quelqu'un qui pourrait être tributaire de la loi. Je veux Non, dire, il y a un conflit d'intérêts manifeste. est-ce qu'on peut être objectif? Alors, il me semble que dans les prises de position, la plupart du temps, les gens qui prennent position, et en particulier qui prennent position de manière puissante, sont des gens qui ont ou des histoires dans leur passé ou des choses qui se sont mal passées. Et c'est exactement ce que tu dis sur Romero, c'est exactement ça. C'est le fait d'avoir vu des choses qui se sont mal passées, et on ne refait pas, on ne revient pas à la situation actuelle avec les moyens actuels et avec les possibilités actuelles. On reste dans une idée de ça s'est mal passé, ça va mal se passer. Mais je vais te parler de la maman d'une amie là, qui avait la SLA, médecin, euh, qui a fait contacter un service de soins palliatifs le dimanche. Elle a eu une place le mercredi. Elle avait sa demande. Elle se détériorait sur le plan respiratoire, sa demande de sédation, et elle n'a eu accès qu'à la sédation proportionnée, si bien que la famille a souffert pendant des jours et des jours. Voilà, donc encore aujourd'hui, alors qu'on voilà, on savait que son état était terminal pour le coup, encore, c'était le mois dernier, encore aujourd'hui, en faisant des doses homéopathiques quand il n'y a plus de place pour en faire, alors que je suis pour les défendre 99 fois sur 100, mais là, manifestement, ça n'avait pas sa place.
et ben, ça a encore converti je ne sais combien de personnes à des méthodes plus drastiques. Définitive, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus une fin de vie qui n'en finit pas, notamment en gériatrie. Et puis, on demande aux médecins d'être assez expéditifs, mais ça, c'est tout à fait inadmissible. L'autre jour, on m'appelle dans un service pour un monsieur en refus de soins. Bon, je monte à l'étage et le monsieur est en train de mourir. Donc, je vais voir ma collègue, je dis, mais attends, excuse-moi, mais il faut le sédater, là. Il va vraiment pas bien. Il avait une sarcoïdose. Ah, mais c'est pas mon malade. Je dis, mais c'est pas le mien non plus, hein, mais on me demande de venir le voir pour refus de soins. Enfin, c'est jamais mon malade. Bon, enfin, bref. Je lui dis, écoute, il est en train de mourir, il faut le sédater, mais il faut que tu appelles sa famille avant. Il a une femme, des enfants, il faut qu'il vienne. Ah bon, tu crois? Et après, je fais comment? On est quand même en gériatrie. Il y a quand même une équipe mobile. Et moi, je me dépense pour qu'il y ait une culture palliative du soin. Pas du tout. Elle a regardé sur Internet comment elle pouvait faire sa sédation. C'est quand même dingue. Et elle me demandait si c'était utile de faire venir la famille. Mm. Donc, c'est saisissant. Et elle fait venir le psychiatre parce qu'il en refuse soin. Bah oui, qu'on le laisse mourir tranquillement et en le sédassant tranquillement. Donc, ça Oui, mais fait souffrir les encore familles. aujourd'hui à se dire qu'on n'est pas formé, enfin, l'ensemble des Oui, médecins n'est pas formé, c'est quand même surréaliste. oui, oui, c'est sûr. Surréaliste. C'est Vous- surréaliste. Mais par vous- contre, il faut donner les moyens aux soins palliatifs. C'est-à-dire, dans mon hôpital de 1000 lits de gériatrie, on n'a que 4 lits identifiés soins pal et une demi-écroupion d'équipe mobile soins palliatifs. Donc, ça ne va pas. C'est des choses qui ne vont pas. Alors, on nous dit, vous aurez les moyens. Bah, Oui, bah, la loi va résoudre beaucoup de choses, oui. oui, enfin, depuis 1999, il y a déjà une loi. Hein, elle est absolument Non, pas non, mais la appliquée. dernière, celle qui vont nous pondre, malheureusement. La prochaine. Oui, non, elle va rien Et puis, résoudre. puis après, pourquoi veux-tu qu'il se casse le trognon à former des gens, puisque de toute manière, la loi va passer. Donc, comme la loi va passer, il y aura plus de problème. On va euthanasier les gens, on n'en parlera plus. Donc, il n'y aura plus toutes ces problématiques-là de grilles et de casuistiques à adapter en permanence. Il y aura le on-off. Et ça, c'est J'essaye justement pas d'être. humain. Et ça nous fait souffrir. Mais c'est bien ça qui est problématique. C'est bien ce qui est problématique. C'est que on va essayer de résoudre par la loi ce qui est ce qu'on ne peut pas résoudre par la loi. Non, mais on aurait pu Mais, améliorer. mais c'est exact, c'est vraiment ça le problème. Et moi, je suis beaucoup moins optimiste que Bernard aussi, parce que si vous savez ce que le président pense, vous êtes fort, parce qu'on a toujours on a l'impression qu'un coup, il fait 3 pas en avant, un coup, il fait 2 pas en arrière, et que je ne sais pas du tout de quel côté il va basculer. Alors, je pense que si vraiment il a peur d'un problème sociétal, on va avoir une loi type Oregon. Mais par contre, s'il accepte de passer le Rubicon, on peut avoir une loi qui est vraiment une loi maximale. Il n'a pas peur parce que il pense que la société est prête. Il est content avec sa convention citoyenne Il est qui est surtout ami avec Lynn Renault. oui, oui, exactement. Qui a l'ADMD et qui en même temps, Non, mais c'est fou, c'est évidemment, Lynn Renault qui fait la loi, quoi. oui, mais elle a envie de vivre. Elle a 95 ans et elle a vachement envie de vivre. Elle n'a pas du tout envie qu'on l'euthanasie. Lynn Renault, c'est un contre-emploi. C'est Oui, très, très. mais enfin, je prétends pas avoir une vision exhaustive de la chose, mais que ce soit Enthoven, Lynn Renault et tout ça, ce sont que des gens qui sont en pleine forme, hein, et qui veulent vivre. Absolument. Tous Absolument. ceux que moi je côtoie malades, j'ai pas les mêmes demandes, hein. Ah ben non, mais les malades d'Alzheimer, ils veulent vivre jusqu'au bout, hein. Ils veulent absolument pas qu'on les euthanasie. Et ce qui fait très peur, c'est que, et en Belgique et dans d'autres États, on vient de voter même l'euthanasie par anticipation de développer une maladie d'Alzheimer. Donc c'est quand même très, très, très grave au Canada. Et Guy Bedos, qui avait écrit même un bouquin pour Ouais. dire qu'on choisirait, et qui s'est su malade, et ses enfants l'ont accompagné jusqu'à sa dernière nuit, en souffrant de ne pas prendre de décision, en pensant pas forcément être en phase avec ce qu'ils s'étaient tous promis, mais lui-même, le père, n'avait pas été plus avant et n'était pas allé jusqu'au bout de ce qu'il avait écrit, évidemment, comme les autres. Quand on est en bonne Et ça, santé, ce on ne sont voit des pas. exemples qu'on ne met pas en exergue, hein. Non, 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 on peut pas, on peut pas.
ont été éprouvés par la maladie ou par ce que... C'est difficile d'accepter les silences du malade qui va mourir, de rester là, de l'accompagner jusqu'au bout. C'est absolument pas facile, hein, de subir une agonie pour ceux qu'on aime. C'est très, très compliqué. Et évidemment que les personnes ont besoin d'être accompagnées. Et on montre quoi? On montre, il est mort seul. Il est mort dans d'atroces souffrances, alors qu'il s'agissait tout simplement d'une agonie, des choses qu'on ne côtoie plus du tout, hein, même dans les services de gériatrie. Et on ne le dit pas assez, hein. Ni le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face, hein. Vous plagiez La Rochefoucauld, hein. C'est quelque chose qui nous traverse. On connaît notre finitude et on connaît les limites de la médecine. La médecine ne peut pas tout, ni la mort de la vieillesse, ni la mort de la mort, comme le fait croire Laurent Alexandre. Ce sont des caprices de gamins milliardaires qui sont complètement comme Elon Musk. Enfin, tout ce courant transhumaniste est complètement ridicule. Mais il y a des gens qui espèrent ça. Ils sont dans cette espèce d'espoir d'hubris de la médecine qui va tout contrôler. Ce qui est intéressant aussi, dans ce débat, c'est qu'il n'est pas seulement médical. Il nous percute dans la mesure où on va nous donner une responsabilité qu'on n'a jamais donnée aux médecins, finalement, celle du droit de vie et de mort. C'est une rupture anthropologique, bon, telle que ça a été bien décrit. Mais il y a aussi autre chose qui se joue, c'est un débat idéologique. Un débat idéologique, par exemple, ceux qui seront, comme nous, très inquiets, nous apparaîtront comme proches de mouvements conservateurs, catholiques, traditionnalistes, ou au moins papistes, hein, alors qu'il y a des gens de progrès qui, eux, tel l'IVG, qui a été la maîtrise du corps, va concerner aussi la fin de la vie par le biais de ben moi mon corps est à moi, je veux en disposer, le médecin il va faire ce que je lui dis qu'il faut faire, voilà, donc il va venir m'aider dans ce sens-là. Alors ça c'est intéressant parce que c'est pas une question à laquelle on a tendance, je pense, à répondre trop actuellement pour les gens qui, comme nous, sommes très réticents. En tout cas, pour ma part, je me suis exprimé dans une radio chrétienne d'Albi, hein, dans ce sens-là, en disant que ce n'est pas la première fois que des gens qui croient au ciel et d'autres qui n'y croient pas peuvent se retrouver sur une attitude commune. Oui, Je vous laisse bouche bée là. j'ai une question aussi par rapport à l'objection de conscience. Est-ce qu'il suffit que on est bien d'accord, les médecins vont garder leur liberté, mais si le législateur décide que pour être chef de service d'une unité de soins palliatifs ou d'une unité de réanimation ou d'un pôle de gériatrie, il faut accepter de pratiquer l'euthanasie telle qu'elle est ouverte dans la loi. Il y a un droit d'accès puisque la loi existe et comme ça sera pareil que pour l'IVG, puisque pour être chef de service d'un service d'orthogénie, il faut bien entendu ne pas être opposé à la pratique de l'IVG. Donc, il va y avoir une sélection du médecin de cet ordre-là. Ça paraît quand même difficile d'aller jusque-là. Je ne sais pas s'ils iront jusque-là, jusqu'à interdire l'exercice de la médecine à quelqu'un qui refuserait de faire des euthanasies. Ça me paraît Non, probablement pas. Mais il y a des interprétations erronées de la loi, on le voit. Ça sera certainement pas inscrit dans la loi, ça, pour être sûrement pas. Mais on voit bien que bon, bah celui-là, il est contre, et ben finalement, il va rester péage dans son coin. Voilà, c'est sûr. Mais il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être opposé à, à donner la mort à quelqu'un. C'est un pouvoir, vous l'avez bien dit, mais Bernard, exorbitant qu'on donne aux médecins. Qui je suis, moi, pour dire cette femme est digne de vivre et l'autre n'est pas digne de vivre. Enfin, c'est quand même. On sait faire, on sait donner la mort, on sait. Alors, je vais être un serial killer comme, par compassion, comme le docteur Bonnemaison, qui a quand même donné du curare, hein, à 7 personnes âgées d'affilée.
parce que bah, elles étaient trop vieilles. Elles n'avaient rien demandé, les familles n'avaient rien demandé. Et alors, c'est lui donner un blanc-seing. C'est dire que bah, c'est parfait ce qu'il a fait. C'est pas possible, c'est inentendable. Oui, parce que si j'ai bien compris, dans tous les pays qui ont légalisé d'une manière ou d'une autre, et que ce soit type Oregon, que ce soit type Belgique, il y a, d'après ce que j'ai compris, toujours un filtrage médical. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la décision ou que ce soit au niveau de l'exécution, il y a un filtrage. Et l'essentiel est aussi à la décision. À partir du moment où on a pris la décision, ça a été vrai dans les grandes catastrophes de l'humanité, et la responsabilité principale incombe. Après, les autres vont se défendre en disant qu'ils n'ont fait qu'obéir, hein. Voilà, c'est ça le problème aussi. Là, j'avoue que on va être confronté quand même à une difficulté majeure, et certainement, hein. Mais bon, on aura dit, hein, on sait qu'ils vont le faire, on le sait. Et on passe notre temps à mettre en garde, à dire attention, on vous l'aura dit, c'est très dangereux ce que vous faites. Bon, après, on est en démocratie, on ne peut pas prendre une Kalachnikov et aller, voilà, aller trouver les gens qui sont pour une loi expéditive radicale de ce type-là. Ça me paraît clair. Après, pour reprendre les... Encore hier, j'étais avec des juristes et la dame me dit, enfin, une juriste de haut niveau, hein, des personnes qui enseignent bon, le droit dans les facultés. Et la dame me dit, ah ben, alors là, vraiment, on va avancer sur cette loi de fin de vie. Enfin, vous savez bien, hein, il me dit, oui, ils sont plus avancés que nous en Suisse. Ah bon, j'ai rien dit, ce n'est pas le lieu pour discuter, mais ça lui paraissait absolument évident. À cette dame, ça m'a accablé, Il y a littéralement. beaucoup de Oui, gens non, qui mais disent faut avancer. Pour moi, c'est un recul anthropologique majeur. Mais Yes. pour la société des biens portants, c'est une avancée sociétale d'un nouveau droit à maîtriser ce qu'on ne peut pas maîtriser par essence. Donc, c'est un contresens total. Et les médecins, on va regarder passer ce train-là sans rien pouvoir faire. Oui, c'est ce qu'un ouais, parce comité que canadien appelle l'euthanesthésie. Bon, c'est vrai que ben, symboliquement, en plus, ça a une tête d'anesthésie, hein, quand on regarde les compositions là, de ce qui est balancé. Euh, bon, les Chinois, ils ont fait encore plus fort là, hein. C'était prélèvement d'organes pour les condamnés à mort, intubés, ventilés, une balle dans la tête et on prélève. Voilà, on prélève les organes pour les donner à des gens plus méritants. Bon, je crois que ça s'est calmé hein, parce que ça fait un petit moment que ça se faisait, mais on a tellement protesté dans le monde entier que ils se sont arrêtés. j'espère qu'on n'en arrivera jamais là, mais pour reprendre les éléments de Dominique, il y a pas, c'est même pas au niveau de la nomination d'un chef de service que ça va se faire, c'est au niveau des crédits qui vont être accordés à certains services par rapport à d'autres. Si vous avez un service de soins palliatifs qui ne fait pas d'euthanasie, par exemple, et si vous avez un service de soins palliatifs qui fait de l'euthanasie, on peut très bien dire que les moyens devront être plus élevés pour ce service-là qui fait des euthanasies que pour celui qui n'en fait pas. C'est aussi simple que ça. Et comme ça, vous allez régler le problème très vite, à condition qu'on ait beaucoup de services de soins palliatifs. C'est-à-dire à condition que toute la première partie de la loi soit déjà mise en place. Parce que si vous ne la mettez pas en place, vous n'avez même plus cet argument-là, quoi. Mais ça, si vous avez suffisamment de soins palliatifs, ben, on va diriger, on va inciter à aller vers un type de soins. Voilà, et donc, et en fait, ça va échapper aux soignants. Ça échappera aux soignants, parce que ça sera ça. Et ensuite, pourquoi est-ce que c'est présent? La manière dont c'est présenté d'une manière où c'est une nouvelle loi. C'est une avancée dans la loi. Mais moi, je n'y vois aucun progrès. Et je ne vois pas en quoi ce droit-là est un nouveau droit. Je ne vois pas en quoi c'est un nouveau droit. Un nouveau droit pour qui? Pour faire quoi? Comment? Je dirais, c'est sur ça qu'il faut discuter. C'est sur ça qu'il faut discuter, c'est sur ça qu'on ne discute pas. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est que peut-être on conclut hein, en remerciant Élodie
Brunel, bien entendu, et qu'on conclut cette soirée où il se trouve qu'on est quand même d'accord, enfin au moins ceux qui sont intervenus sur des choses très importantes et qui touchent profondément à l'éthique de soins, à l'éthique médicale, et qu'on se retrouve la prochaine fois avec Maëlys Dubasque, qui a écrit ce livre-là en 2000, vous voyez. Elle a écrit un livre qui s'appelle, qui rejoint ces problèmes, et masques et tragédie du mal dans le soin. Donc ça sera le mardi 16 janvier, de 18h à 20h, en visioconférence comme aujourd'hui. Et ensuite, il y aura une autre visioconférence dont la date n'est pas encore arrêtée. Et ça sera avec le docteur Yannick Gagné de Tarbes, qui viendra nous parler de l'insuffisance cardiaque. Vous savez, il y a une campagne actuellement de dépistage, d'incitation par les médias, dès lors qu'on est asthénique, fatigué ou essoufflé, à se poser la question à un certain âge, savoir si on n'aurait pas une insuffisance cardiaque non diagnostiquée. On va parler de ce sujet parce qu'il vient de publier dans une revue un article sur le thème. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé que c'était intéressant de creuser un peu cette question-là. Voilà. Euh, et puis sinon, il y aura probablement une assemblée générale, je pense, de notre association, hein, dont je rappelle que l'adhésion est de 10 euros, sans aller mendier à insister auprès de vous. Et ça sert clairement à indemniser les intervenants à hauteur de 100 euros par intervention, ce que je ne trouve pas très cher payé, mais qui est surtout un signe de reconnaissance qui me semble devoir être accepté aussi parce que il y a quand même beaucoup de travail hein, pour faire ce genre de présentation. Voilà. Et sinon, il n'y a pratiquement pas de dépenses par ailleurs. C'est une association donc qui n'a pas d'autre ambition que d'organiser ces visios à l'instant. Par ailleurs, pour l'instant, par ailleurs, si vous aviez des propositions ou vous connaissez des personnes qui souhaiteraient intervenir, ça sera avec plaisir. Je pense que les personnes qui ont publié un livre en particulier sont assez sensibles au fait de pouvoir le faire connaître et certainement pas, à mon avis, pour des questions d'intérêt, parce que ça n'ira pas chercher très loin, mais tout simplement parce que ce sont des personnes qui sont très motivées, telles que Maëlys Dubasque, par exemple. Voilà. Est-ce que vous Moi, j'ai avez quelque coordonné chose? un livre. Pardon? On pourrait réinviter Elodie parce ils ont publié un livre il n'y a pas longtemps. Ah J'ai bon? coordonné un livre sur la communication en anesthésie, bon, enfin, qui pourrait être transposable à plein de spécialités, pour un peu promouvoir la communication avec les patients, les familles, et la communication de crise aussi, c'est à la mode, mais la communication en général. Donc, il y a 60 auteurs, mais voilà, mais c'est tout. Alors, je vais vous livrer une réflexion, mais là, je parle devant des personnes très compétentes en termes de réflexion sur la philosophie et l'éthique des soins. Donc, je vais peser mes mots. Euh, je trouve que c'est d'autant plus intéressant, ce sujet. Il me semble qu'on a insisté beaucoup sur la centralité de la personne, du patient ou du résident. Moi, il me semble que ce qui est au centre, en tout cas ce qui pose problème, c'est la relation, en fait. Moi, je dirais que ce qui est au centre, c'est la relation de soins avec le résident ou le patient, et puis aussi les problèmes de relation avec les familles en gériatrie, et en particulier la gériatrie de longue durée, c'est un problème majeur, majeur. Les familles sont culpabilisés, le traduisent parfois par de l'agressivité, parfois par de la fuite. Alors on dit, ils sont jamais là, oui, mais parce qu'ils fuient la situation. Ils peuvent le traduire par de la dépression, ça peut être aussi par de l'harmonie avec les personnels, évidemment. Mais c'est quand même un très, très gros problème et que ce grand remplacement, au fond, auquel on a assisté en quelques dizaines d'années, de la famille par des professionnels à domicile
et puis ensuite dans des établissements pour ce qui est de l'accompagnement principal et professionnel des personnes âgées. Donc ça, on ne passe pas du jour au lendemain d'une société à une autre sans que ça pose des problèmes, hein. Voilà. Voilà un peu comment je ressens cette difficulté, parce que ça n'est une. On se retrouve quand même avec 90% de personnes âgées qui redoutent d'aller en EHPAD. Quand même, comment on en est arrivé là, quoi? On a envie de dire, bon, il y a quand même un problème, hein, voilà, bon. Enfin bon, nous pourrions peut-être en effet développer cet aspect avec vous, pourquoi pas, hein, de revenir parler de cet aspect-là, oui, oui, c'est vrai. Parce qu'on fait tous des gaffes, hein. Moi le premier, hein, c'est des trucs, des bourdes énormes. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'à la retraite, on a le temps d'y penser, vous voyez, aux bourdes qu'on a faites. Voilà, ben, en tout cas, je vous remercie une fois de plus. Et Merci, bonne fête. Merci à vous. c'était là. Au revoir. Bonsoir Au revoir. et à la prochaine fois, donc. Au Ouais. revoir. Au revoir.